Pendant 2 ans, j'ai cru vivre à nouveau avec ma famille. Je leur ai donné mes économies, ma confiance. Je leur ai donné ce qui restait de ma maison. J'ai essayé de me faire plus petite, plus silencieuse, de ne pas être un fardeau. Mais ce n'était jamais suffisant. Ils m'ont conduite dans un endroit qu'ils appelaient une communauté, ont souri en disant au revoir, et m'ont laissé là pour être oubliée. Ils pensaient s'être enfin débarrassés de moi et de toutes mes vieilles affaires. Mais ils ont fait une erreur. Ils m'ont laissé garder un tableau, et ce qu'ils étaient sur le point de découvrir à propos de cette simple toile poussiéreuse allait détruire chacun de leurs plans à vide. La première chose qu'on remarque avec le deuil, c'est le silence. C'est une couverture lourde et pesante. Après le décès de mon Georges, le silence dans notre grande vieille maison était assourdissant. Alors quand mon fils, Marc, et sa femme, Claire, m'ont suggéré de vendre l'endroit et d'emménager avec eux, ça s'est senti comme une gentillesse. Un sauvetage. Ils m'ont dit, « Maman, tu ne devrais pas rester seule. » Alors j'ai vendu la maison, la gardienne de 40 ans de ma vie, de mon mariage. Je leur ai fait un chèque de 150 000 €, une partie significative des bénéfices. Pour aider à la transition, avait dit Marc en me serrant dans ses bras. On aura besoin d'ajouter une suite digne de ce nom pour toi, pour que ça ressemble aussi à ta maison. Ils ont bien rénové. La nouvelle cuisine a été présentée sur un blog de design local. Ils ont construit une immense terrasse extérieure avec un brasero et un barbecue à 6 brûleurs. Ma suite s'est avérée être la plus petite chambre au bout du couloir, celle qui servait autrefois de bureau à Marc. Elle avait une nouvelle couche de peinture grise et juste assez de place pour mon lit, une commode et un petit fauteuil. Ma maison, il s'est avéré, était maintenant de la taille de leur dressing. Mais je me suis dit que c'était suffisant. Je n'étais pas seule. Le silence était rempli, même si c'était par le bruit de leur télévision, de leurs amis qui riaient sur la nouvelle terrasse, le doux murmure d'une vie à laquelle j'étais adjacente, mais dont je ne faisais pas vraiment partie. J'ai essayé de ne pas être un fardeau. Je restais principalement dans ma chambre, lisant les livres que j'avais réussi à garder, organisant les quelques cartons de souvenirs que j'avais le droit de stocker dans le coin du garage. Ma possession la plus précieuse, cependant, je l'ai gardée avec moi. Il était accroché au mur en face de mon lit, la première chose que je voyais le matin et la dernière chose que je voyais le soir. Ce ne serait pas le choix de la plupart des gens. Il n'était ni lumineux ni joyeux. Mais Georges me l'avait acheté. Il l'avait trouvé dans un petit marché poussiéreux lors de notre voyage pour nos 25 ans de mariage en France, caché derrière une pile de porcelaine ébréchée. Il l'avait payé l'équivalent de 20 €, riant en disant au vendeur que c'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. C'était notre blague privée, notre trésor. Pour moi, il avait plus de valeur que toute cette maison. C'était le dernier morceau de lui qui m'appartenait vraiment. Je dépoussiérais soigneusement le cadre orné en bois sombre quand Claire est apparue dans l'embrasure de ma porte. Elle s'est appuyée contre le montant, un téléphone à la main, faisant défiler l'écran, son expression d'un léger agacement. « Tu t'obstines encore avec cette vieille chose lugubre, Carole ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux de son écran. J'ai forcé un petit sourire poli. « Bonjour, Claire. » Je lui donnais juste un peu de soin. La poussière ternit le vernis, tu sais. Elle a finalement levé les yeux, ses yeux balayant le tableau avec un dédain non dissimulé. Oui, c'est juste. C'est tellement marron. Ça gâche vraiment toute l'esthétique, claire et aérée, pour laquelle on a dépensé tant pour cette aile. Elle a dit, cette aile, comme s'il s'agissait d'une vaste propriété, et non d'un couloir avec 3 portes. Le commentaire a été un petit coup aigu, directement au cœur. Il ne s'agissait pas seulement du tableau. Il s'agissait de Georges. Il s'agissait de moi. C'était le préféré de Georges, dis-je doucement, ma voix plus basse que prévu. Il aimait le ciel dedans. Il disait qu'il semblait renfermer des secrets. Claire a eu un rire court et sans joie. Des secrets ou juste un orage. Écoute, je ne veux pas être la méchante ici, mais on reçoit les Dubois pour dîner samedi. C'est un associé du cabinet que Marc essaie d'imprimer. Je pensais qu'on pourrait utiliser cette chambre pour les manteaux, et honnêtement, ce tableau est un peu déprimant. Un vrai tue l'ambiance. J'ai senti le sang quitter mon visage. Utiliser ma chambre pour les manteaux. Comme si c'était un placard. Comme si moi, et mes souvenirs, étions des choses à cacher quand des invités importants arrivaient. Avant que je puisse trouver les mots pour répondre, Marc est apparu derrière elle, posant une main sur son épaule. Il avait un sourire forcé sur le visage, celui qu'il arborait quand il essayait de maintenir la paix, ce qui signifiait toujours rendre Claire heureuse. « Salut, maman. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, bien qu'il ait clairement entendu. « Je disais juste à Carole, » dit Claire, sa voix devenant douce et conciliante, que pour la fête, peut-être qu'on pourrait ranger le tableau temporairement. Juste pour que la chambre soit un peu plus neutre pour les invités. J'ai regardé mon fils, mon enfant unique. Je l'ai regardé, suppliant de mes yeux qu'il comprenne. Qu'il défende ce petit morceau de la mémoire de son père.
Les yeux de Marc ont navigué de moi à Claire, et la bataille était terminée avant même de commencer. Tu sais, Claire a un point, maman, dit-il, évitant mon regard. Il est un peu sombre. On veut juste que tout soit parfait pour les Dubois. C'est une grande opportunité pour moi. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est juste pour une nuit. Il n'a pas attendu de réponse. Lui et Claire sont partis, bras dessus bras dessous, parlant déjà du vin à servir samedi. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était différent. Ce n'était pas la quiétude du deuil. C'était le silence froid et tranchant de l'effacement. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, mes mains tremblant légèrement. J'ai regardé le tableau, ce ciel orageux que Georges avait aimé. Il pensait qu'il renfermait des secrets. Je commençais à réaliser qu'il avait raison. J'avais cru leurs promesses, leurs discours sur la famille et l'unité. Mais tandis que j'étais assise là, dans ma petite chambre de leur grande nouvelle maison, j'ai compris que je n'étais pas de la famille. J'étais une investisseuse, et mon investissement avait rapporté. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans la cuisine, leur voix basse mais claire. Il ne s'agissait plus du tableau. La voix de Claire était nette. Ce n'est juste pas tenable, Marc. C'est un problème d'espace. Une froide appréhension m'a envahi. Je croyais que la bataille portait sur un morceau de toile sur un mur. Mais je commençais juste à comprendre. Le tableau n'était pas le problème. C'était moi. Il ne faisait pas juste de la place pour des manteaux. Il faisait des plans. Et c'était moi qu'il fallait déménager. La conversation que j'ai entendue cette nuit-là a été comme une pierre jetée dans l'eau calme de mon déni, et les ondulations se sont propagées à travers toutes les semaines qui ont suivi. L'air dans la maison est devenu mince, lourd. La politesse forcée de Claire a complètement disparu, remplacée par une froide indifférence qui était, d'une certaine manière, plus cruelle. Elle se déplaçait dans la maison comme si j'étais un meuble mal placé, un objet à contourner mais qu'on refusait de reconnaître. Les dîners sont devenus un exercice d'invisibilité. Elle ne parlait qu'à Marc, de son travail, de leurs amis, de leurs plans pour le week-end, comme si la troisième chaise à table était vide. Marc, de son côté, a commencé à avoir l'air perpétuellement anxieux. Environ une semaine après l'incident avec le tableau, il a frappé hésitamment à la porte de ma chambre. Il tenait une pile d'enveloppes, son front plissé dans une expression de préoccupation que je sentais répéter. Il m'a expliqué, avec beaucoup de soupirs et de pauses dramatiques, comment les impôts fonciers avaient augmenté après la rénovation. Les factures de services publics, avec une personne supplémentaire dans la maison, étaient hors de contrôle. Il ne m'a pas demandé d'argent directement au début. Au lieu de cela, il a étalé les factures sur ma commode, une diffusion d'accusations silencieuses. Je savais ce qu'il faisait. Je pouvais voir la main de Claire dans chaque mot, chaque geste calculé. Pourtant, la culpabilité me rongeait. J'étais un fardeau. C'est ce qu'il voulait que je ressente, et ça marchait. Cet après-midi-là, j'ai transféré encore 5 000 € sur leur compte joint, avec une note qui disait « pour aider aux dépenses ». L'argent a été accepté sans un seul mot de remerciement. Il a simplement disparu dans le trou noir de leur maison. La solitude est devenue ma compagne constante. Je passais des heures dans ma chambre, fixant le tableau de Georges, lui parlant dans ma tête. « Qu'est-ce que tu ferais, mon amour? Tu as toujours su comment gérer le monde. Je me sens comme une enfant perdue. » À un certain point, j'ai commencé à me demander si d'autres personnes se sentaient déjà ainsi, comme un fantôme dans leur propre vie, piégé dans un silence que personne d'autre ne pouvait entendre. Alors que je suis assise ici à vous raconter mon histoire, je me demande, de quelle ville, de quel pays écoutez-vous? C'est une chose étrange, mais savoir que quelqu'un, quelque part, écoute me fait me sentir un peu moins seule. Le tournant, la prochaine fissure majeure dans ma réalité déjà fracturée, est arrivé un mardi après-midi. Je descendais à la cuisine pour prendre un thé quand j'ai vu Claire dans le salon. Elle était sur leur nouveau canapé, une brochure brillante à la main, et quand elle m'a vue, elle l'a rapidement glissée entre les coussins. Le mouvement a été si rapide, si coupable, que c'était comme une confession. Elle m'a donné un sourire crispé et a quitté la pièce, disant qu'elle devait passer un appel. J'ai attendu que mon cœur cesse de marteler. Je savais que je ne devais pas, mais j'ai marché jusqu'au canapé. Mes mains tremblaient alors que je glissais mes doigts dans l'espace entre les coussins. La voilà. La brochure était pour un endroit appelé « Résidence Les Saules ». La couverture montrait un couple de personnes âgées se tenant la main sur une pelouse parfaitement verte. Les mots « dignité »,« communauté » et « soins » étaient éparpillés dessus dans une police élégante. Elle était faite pour ressembler à un complexe de vacances, pas à un mauvais présage. Mais j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je l'ai retourné et j'ai vu les tableaux de prix, les différents niveaux de soins, le langage clinique qui trahissait les photos ensoleillées. Ce soir-là, j'ai attendu que Marc rentre à la maison. Je l'ai confronté dans le couloir, tenant la brochure comme si c'était une arme. « Qu'est-ce que c'est, Marc ?» Il a pâli en voyant ce que je tenais. Pendant un instant,
Il a eu l'air d'un petit garçon pris la main dans le sac à biscuits. Mais l'air a disparu aussi vite qu'il était venu, remplacé par un calme étudié. Il m'a pris la brochure des mains et a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, ça, maman, Claire et moi étions juste inquiets. C'est tout. Tu sembles si seule ces derniers temps, enfermée dans ce chambre. On a pensé que tu aimerais un endroit où tu pourrais avoir ta propre vie, tu sais? Te faire des amis de ton âge, avoir des activités, des cours d'art, des choses comme ça. C'est une maison de retraite, Marc, dis-je, ma voix un murmure rauque. Non, non, dit-il rapidement, secouant la tête. N'utilise pas ce mot. C'est une résidence-service de luxe. Pense à ça comme à un bateau de croisière sur Terre. On regardait juste ça. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Chaque mot était un mensonge lisse et collant, conçu pour me calmer, pour me faire douter de ce que mes tripes hurlaient. Il ne voulait pas que j'aie une vie. Il voulait ma vie, mon espace, le reste de mon argent. Il voulait me ranger. Je voulais crier. Je voulais lui jeter la vérité à la figure. Mais j'étais paralysée. Je l'ai juste fixé du regard, le visage de mon fils, maintenant un étranger me vendant un mensonge bien emballé. Il a semblé prendre mon silence pour de l'acceptation. Il a mis son bras autour de mes épaules, un geste censé être réconfortant mais qui ressemblait à une cage. En fait, dit-il, son ton maintenant enjoué, comme s'il m'offrait un cadeau. On a réservé une visite pour toi ce vendredi. Juste pour voir l'endroit, sans pression. Tu vas adorer, maman. Ça va être un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ. La phrase est restée suspendue dans l'air entre nous, froide et lourde comme une pierre tombale. Je savais, avec une terrible certitude qui me glaçait le sang, que le « nouveau départ » qu'il planifiait pour moi était véritablement la fin de tout. Le trajet en voiture ce vendredi était épais d'un silence qui se sentait différent de celui auquel je m'étais habituée. Il n'était pas vide, il était plein de choses tues. J'étais assise à l'arrière, regardant les rues de banlieue familières céder la place à des rues moins familières. Claire était sur le siège passager, tapotant sur son téléphone, pendant que Marc conduisait, ses jointures blanches sur le volant. Ils ont maintenu un bavardage forcé et fragile sur la météo, sur un film qu'ils avaient vu, sur tout sauf là où nous allions. J'ai senti une petite lueur d'espoir stupide que peut-être j'avais tort. Peut-être que ce serait un endroit agréable. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu né de ma propre solitude. Cet espoir est mort au moment où nous avons tourné dans l'allée de la résidence Les Saules. Le panneau était décoloré, avec quelques lettres tristement penchées. La pelouse parfaitement verte de la brochure était par endroits clairsemée et marron. Le bâtiment lui-même était une structure longue et basse en briques qui avait l'aspect distinct d'un motel des années 1970 qui avait baissé les bras. Il n'y avait pas de couple riant main dans la main. Il y avait juste un homme en fauteuil roulant fixant le parking d'un regard vide. Marc a garé la voiture. Eh bien, nous y voilà, dit-il, sa voix s'efforçant d'être joyeuse. Ça a l'air douillet. Claire n'a rien dit, elle est juste sortie de la voiture. J'ai alors vu que mes valises étaient dans la coffre. Celle que j'avais utilisée pour mon voyage en France avec Georges. Une femme avec une permanente serrée et un sourire encore plus serré nous a accueillis à la porte. L'air à l'intérieur sentait l'eau de javel, le chou bouilli, et une légère odeur douceâtre de décomposition qui s'accrochait au fond de ma gorge. Elle nous a fait visiter. La salle communautaire vibrante était un espace triste et beige où une poignée de résidents étaient affalés dans des fauteuils usés, fixant une télévision qui diffusait à plein volume un jeu télévisé. La salle à manger gourmande avait des sols en linoléum et des lumières fluorescentes qui zoomaient au-dessus de rangées de tables en formica. J'ai vu les visages des gens qui y vivaient. J'ai vu leurs yeux, embués de résignation. Ce n'était pas un bateau de croisière sur Terre. C'était une salle d'attente pour la fin de vie. Marc et Claire, pendant ce temps, ont maintenu leur horrible performance. Oh, regarde, maman, une bibliothèque, disait Marc, pointant du doigt une petite étagère de livres de poche au coin corné. Et ils ont du loto le jeudi, tu adores le loto, ajoutait Claire, me touchant le bras dans un geste de fausse intimité qui me donnait la chair de poule. La visite s'est terminée devant un chambre au fond d'un long couloir sombre. Chambre 2B. La porte était éraflée, la peinture écaillée. La femme l'a déverrouillée et l'a poussée. La chambre était petite, incroyablement petite. Elle contenait un lit étroit avec un matelas fin, une commode en métal et une petite table de nuit. Une seule fenêtre donnait sur un mur de briques. C'était ça, c'était mon nouveau départ. On va juste apporter tes affaires, dit Marc, sa voix soudainement rapide. Lui et Claire sont retournés à la voiture et sont revenus avec mes valises, les plaçant au pied du lit. La finalité de la chose m'a frappé comme un coup physique. Bon, on devrait y aller, dit Claire, jetant un coup d'œil à sa montre. On a ce rendez-vous, tu te rappelles, Marc ? Marc a hoché la tête, sans me regarder. On repassera te voir dimanche, maman. Installe-toi bien.
Il s'est penché et m'a donné un rapide et maladroit baiser sur la joue. C'était froid. Ils étaient à la porte avant même que je puisse former un mot de protestation. Puis ils sont partis. Le clic de la porte se fermant a résonné dans la petite chambre. C'était le bruit de ma vie étant enfermée. Je suis restée là pendant une minute entière, juste à respirer l'air stérile, mon esprit complètement vide. Puis une énergie frénétique s'est emparée de moi. Il fallait que je l'appelle. Il fallait que je dise quelque chose. J'ai fouillé dans mon sac à main à la recherche de mon téléphone, mes doigts maladroits. J'ai trouvé le nom de Marc et j'ai appuyé sur appeler. Qu'est-ce que je dirais? Tu as oublié mon foulard préféré. Tu ne peux pas me laisser ici. N'importe quoi. Le téléphone a connecté. Je l'ai entendu sonner une fois, puis la voix de Marc. Allô, maman? Mais c'était distant, métallique. Et puis, une autre voix, aiguë et claire et forte, comme si elle se tenait juste à côté de moi. C'était clair, diffusé par les haut-parleurs Bluetooth de la voiture. Oh, raccroche-lui juste au nez, Marc. Elle ira bien. Je crois que le Bluetooth a capté. La voix de Marc était une réponse étouffée. Celle de Claire est revenue, et cette fois elle dégoulinait d'un soulagement triomphant et venimeux. Enfin, je croyais qu'on ne s'en sortirait jamais. L'odeur seule. Enfin bref, demain matin, on prend une benne. Je veux que le moindre de ces vieilles affaires soit dehors de ce chambre avant le coucher du soleil. Ce tableau moche y va en premier. L'agent immobilier a dit qu'on pouvait mettre la maison sur le marché le mois prochain et faire un énorme profit. On est libre, chérie. On est enfin libre. Il y a eu un bruit de tâtonnement, puis la ligne est devenue morte. Mais les mots ne l'ont pas fait. Les mots sont restés dans l'air, suspendus dans le chambre silencieuse et stérile. Ces vieilles affaires, ce tableau moche, profit, libre, chaque mot était un clou enfoncé dans mon cœur. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas pour mon bien. C'était une transaction. Il m'avait vendu pour le prix d'une maison. Je suis restée là, figée, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant le silence qui restait après que mon monde ait été complètement et irrévocablement brisé. Longtemps, je n'ai pas bougé. Je suis restée debout au centre de cette chambre stérile, le téléphone toujours collé à l'oreille, écoutant l'air mort. Mon corps était figé, mais mon esprit était un chaos hurlant d'images. La voix triomphante de Claire disant « On est libre ». Le faible silence de Marc, sa complicité. Eux deux s'éloignant en voiture, me laissant dans cet endroit avec son odeur d'eau de javel et de décomposition. Chaque mot gentil qu'il m'avait jamais dit, chaque sourire fin, chaque étreinte vide, se rejouait dans ma mémoire, mais maintenant ils étaient grotesques, tordus en forme de leurs mensonges. La douleur était une chose physique. C'était une pression dans ma poitrine si intense que je pensais que mon cœur allait simplement cesser de battre. J'ai finalement baissé ma main et je me suis affalée sur le bord du matelas fin et dur. J'ai regardé mon reflet dans l'écran sombre de la télévision boulonnée au mur. J'ai vu une femme pâle, de 72 ans, avec la peur dans les yeux. Voilà ce qu'ils ont vu. Un problème à gérer, un poste de dépense sur une feuille de budget à effacer. Les larmes que j'attendais ne sont jamais venues. Le chagrin était si profond, si absolu, qu'il était au-delà des larmes. C'était un vide immense et froid. Ils ne m'avaient pas juste abandonné, ils avaient exécuté le personnage de la mère et grand-mère aimante que je croyais être. Et dans cet espace froid et vide, quelque chose de nouveau a commencé à grandir. Cela a commencé comme un petit noyau dur de glace dans mes tripes et s'est lentement propagé dans mes veines. C'était la rage, une rage pure, propre, clarifiante. La femme dans le reflet a commencé à avoir l'air différente. La peur dans ses yeux a été remplacée par autre chose. Une dureté, une concentration. Le brouillard d'amour, de déni et d'espoir qui avait embué mon jugement pendant 2 ans a été brûlé en un instant par le feu de leur trahison. Pour la première fois, j'ai vu mon fils et sa femme pour exactement ce qu'ils étaient, avides, faibles et cruels. J'étais assise là sur ce lit, les lumières fluorescentes du couloir zoomant dehors de ma porte, et je me sentais complètement et absolument seule. J'ai pensé à la façon dont ils m'avaient fait me sentir invisible, comment ils avaient parlé autour de moi et à travers moi jusqu'à ce que je croie presque ne pas être là. Cela m'a fait me demander combien d'autres personnes dans le monde ont été amenées à ressentir cela par les mêmes personnes qui étaient censées les aimer. Si cette histoire que je vous raconte résonne en votre âme, si vous vous êtes déjà senti, invisible ou ignoré, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous écoutez. Ça aide, plus que vous ne le savez, à sentir qu'on ne parle pas juste dans le vide. Mon esprit, maintenant aiguisé et froid, a commencé à travailler. Leur plan était simple, prendre mon argent, me sortir de la maison, vendre la maison et effacer toute trace de moi. Leur motif était l'avidité, leur faiblesse était leur arrogance. Ils croyaient avoir gagné, ils croyaient que j'étais une vieille femme impuissante qui s'éteindrait tranquillement dans cette triste chambre beige. Ils avaient oublié qui j'étais.
Avant d'être épouse et mère, j'étais conservatrice de musée. J'avais géré des collections valant des millions. J'avais négocié avec des artistes, avec des donateurs, avec des musées. J'avais un œil pour le détail, pour la valeur que d'autres négligeaient. Ils me voyaient comme fragile, ils avaient oublié que j'étais perspicace. Et puis, j'y ai pensé. La pièce maîtresse de leur célébration de victoire. La première chose à jeter à la benne. Ce tableau moche. La voix de Claire a résonné dans mon esprit, dégoulinant de mépris. Pour elle, c'était de la camelote. Une toile lugubre et marron qui prenait de la place. Pour Marc, c'était un obstacle à faire plaisir à sa femme. Pour eux, sa seule valeur était dans son absence. Mais je savais mieux. J'ai regardé mon sac à main, posé sur la commode en métal. Je n'avais pas le tableau ici, bien sûr. Il s'était assuré que je n'emporte presque rien de valeur. Le tableau était toujours accroché dans mon ancienne chambre, dans leur maison. Il attendait dans le couloir de la mort, programmé pour être exécuté par la benne le matin. Un sourire a effleuré mes lèvres. C'était étrange, comme un muscle que je n'avais pas utilisé depuis des années. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire froid, aiguisé, calculatrice. Georges disait toujours que le tableau renfermait des secrets. Il avait raison, et j'étais la seule personne restée au monde à savoir quels ils étaient. Ils pensaient m'avoir laissé sans rien. Ils avaient tort, ils m'avaient laissé avec une arme. Et tandis que j'étais assise là dans la lumière déclinante, regardant un mur de briques, j'ai commencé à former un plan. Le nouveau départ qu'ils avaient planifié pour moi était terminé. Mon propre nouveau départ était sur le point de commencer. Je n'ai pas dormi. Le sommeil semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre, une capitulation face à l'impuissance qu'ils attendaient de moi. Au lieu de cela, je suis restée assise dans le fauteuil dur, regardant la mince bande de l'aube grise apparaître au-dessus du mur de briques devant ma fenêtre. Les bruits de l'établissement ont commencé à s'animer autour de moi, le grincement des chaussures à semelles de caoutchouc dans le couloir, le lointain cliquetis des plateaux de petit déjeuner. Pour le personnel, j'étais juste une autre nouvelle admission, une autre vieille femme tranquille fixant le vide. Elle n'avait aucune idée qu'un conseil de guerre se tenait dans la petite chambre dépouillée du 2B. Mon objectif était clair, je devais récupérer le tableau avant eux. La benne à ordures que Claire avait mentionnée était un compte à rebours. Je les connaissais, ils agiraient vite, désireux de faire table rase et d'appeler l'agent immobilier. J'ai estimé que j'avais jusqu'au samedi après-midi au plus tard. Cela me laissait moins de 36 heures. Une intervention physique était impossible. Je ne pouvais pas simplement partir d'ici, prendre un taxi jusqu'à leur maison et exiger ma propriété. Ils appelleraient la sécurité, ou pire, ils appelleraient un médecin et murmureraient des mots comme « confuse » et « sénile ». Mon esprit était ma seule arme, et mon passé était mon seul allié. J'ai attendu la distribution des pilules du matin et le porridge fade et tiède qui tenait lieu de petit déjeuner. J'ai marché lentement dans le couloir, feignant un intérêt placide pour mon nouvel environnement, et j'ai trouvé ce que je cherchais, la bibliothèque. C'était exactement comme je l'avais vu lors de la visite, un petit chambre étouffant avec quelques étagères de livres donnés et, dans le coin, un seul vieil ordinateur de bureau. Une pancarte scotchée sur l'écran indiquait « limite de 30 minutes par résident ». C'était largement suffisant. Je me suis assise, la vieille machine bourdonnant pour démarrer. Internet était lent, mais il fonctionnait. Je n'avais pas besoin de réseaux sociaux ni de nouvelles. J'avais besoin d'un numéro de téléphone. Mes doigts, raidis par l'âge mais sûrs de leur objectif, ont tapé « Sotheby's, Paris » dans la barre de recherche. Dans ma vie passée, j'avais des gens qui faisaient ça pour moi. Maintenant, j'étais ma propre assistante. Le numéro est apparu, une ligne directe vers l'une des maisons de vente d'art les plus puissantes du monde. Je l'ai noté sur une serviette que j'avais gardée du petit déjeuner. Le défi suivant était l'appel téléphonique lui-même. Je ne pouvais pas passer un appel comme ça depuis la bibliothèque. J'avais besoin d'intimité. J'ai trouvé une cabine téléphonique près de l'entrée principale, une relique d'une autre époque. Elle nécessitait une carte téléphonique ou une poche pleine de pièces que je n'avais pas. Ma seule option était la réception principale. J'ai approché la même femme à la permanente serrée qui m'avait accueilli. Je lui ai offert un sourire fragile et excusant. « Excusez-moi, dis-je, ma voix douce. Il me semble avoir égaré mon carnet d'adresses. J'ai besoin d'appeler mon neveu au sujet d'une affaire de famille. Serait-il possible que j'utilise votre téléphone juste un instant ?» Elle a soupiré, une petite bouffée d'agacement, mais a hoché la tête vers un téléphone posé sur le bord de son bureau. J'ai composé le numéro que j'avais écrit sur la serviette, mon cœur battant un rythme régulier et nerveux contre mes côtes. Après quelques sonneries, une voix nette et professionnelle a répondu. « Sotheby's, comment puis-je orienter votre appel ? Monsieur Dubois, s'il vous plaît, dis-je, ma voix ne trahissant aucun du tremblement que je ressentais à l'intérieur. J'ai été mise en attente, écoutant un morceau de musique classique qui semblait à la fois apaisant et absurdement dramatique.
Puis, une voix d'homme, une que je n'avais pas entendue depuis près de 10 ans, est arrivée au bout du fil. Arthur Dubois. Arthur, pardonne l'appel à l'improviste. C'est Carole Lefebvre. La Carole de Georges. Il y a eu un moment de silence surpris. Carole, mon Dieu, ça fait des années. Comment allez-vous? J'ai été si terriblement désolée d'apprendre pour Georges. C'était un homme merveilleux. Merci, Arthur. Il l'était, dis-je, laissant un moment de chaleur sincère s'exprimer dans ma voix avant d'aller droit au but. Je crains de ne pas appeler pour me remémorer. J'appelle en capacité professionnelle. J'ai besoin de votre aide immédiate et de votre discrétion absolue. J'ai une situation d'une certaine urgence. Le changement de ton a attiré son attention. Il est devenu toute affaire. Bien sûr, Carole. De quoi s'agit-il? Je crois avoir localisé une pièce perdue. Une scène pastorale du XVIIe siècle, école hollandaise. Elle n'est pas signée, mais la touche, le traitement du ciel. Arthur, l'empattement sous la crasse est étrangement similaire au travail précoce de Van Riesdael de sa période de Harlem. Je n'étais plus une résidente de la résidence Les Saules. J'étais à nouveau conservatrice de musée. Les mots, la connaissance, tout est revenu en flot. Grand Dieu, Carole, êtes-vous certaine? Raisonnablement, dis-je. Mais c'est pour ça que je vous appelle. Voici la partie urgente. Le tableau se trouve dans une résidence privée, et il est prévu pour être éliminé, littéralement jeté à la benne, dans les 24 à 36 prochaines heures. Je l'ai entendu prendre une inspiration rapide à l'autre bout du fil. Il connaissait ma réputation professionnelle. Je n'exagérais pas. Dites-moi que vous plaisantez. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, répondis-je. Il n'a pas hésité. Il n'y a eu aucun doute, aucune interrogation. Il faisait confiance à mon œil. Personne ne jette rien, dit-il, sa voix ferme, décisive. Je vais gérer ça. J'ai une réunion à Lyon demain matin. Je libérerai mon après-midi. Où se trouve le tableau? J'ai brièvement expliqué qu'il était chez mon fils et que j'étais absente pour un temps. Nous avons rapidement élaboré un plan, une pièce de théâtre simple et élégante. Très bien, dit-il. Voici ce que nous allons faire. Je serai votre neveu, Arthur Lefebvre, venant chercher un héritage familial sentimental que vous avez accidentellement laissé lors du déménagement. Ils ne poseront pas de questions. Ils ne se douteront de rien. Attendez tranquillement, Carole. L'aide est en chemin. J'ai raccroché le téléphone, offrant à la réceptionniste un autre petit sourire reconnaissant. J'ai marché de nouveau dans le couloir jusqu'à ma chambre, mes pas lents et mesurés. Mais à l'intérieur, je jubilais. Je n'étais plus une victime attendant la fin. J'étais une joueuse, et je venais de déplacer ma première pièce sur l'échiquier. Le jour suivant, samedi, fut le plus long de ma vie. Chaque tic-tac de l'horloge institutionnelle dans le couloir se sentait comme un coup de marteau comptant les secondes qu'il me restait. J'ai suivi l'émotion de la vie à la résidence Les Saules. J'ai mangé les œufs brouillés grumeleux. J'ai souri vaguement à une infirmière qui m'a demandé si j'avais bien dormi. Je me suis même assise dans la salle commune pendant 1 heure, faisant semblant de regarder les informations du matin tandis que mon esprit était un tourbillon de calculs et de prières. J'imaginais Marc et Claire se réveillant, buvant leur café coûteux dans ma cuisine, sortant peut-être déjà des cartons et du ruban adhésif, prêts à commencer leur purge. La pensée de leurs mains sur mes affaires, sur les affaires de Georges, était une violation qui alimentait le feu froid en moi. À 10 heures précises, je suis retournée à la réception principale. J'ai offert à la même réceptionniste mon sourire de grand-mère le plus exercé. Tellement désolée de vous déranger à nouveau, ai-je gazouillé, détestant le personnage faible et servile que j'étais obligée de jouer. J'ai juste besoin d'appeler mon fils au sujet de la visite de mon neveu. Elle a hoché la tête, déjà ennuyée, et a désigné le téléphone. J'ai composé le numéro de Marc. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix impatiente. Maman, tout va bien? Oui, mon cher, tout va bien, dis-je, modulant ma voix pour qu'elle sonne fragile et un peu triste. Je suis tellement désolée de vous déranger. C'est juste que, dans toute la confusion du déménagement, il me semble avoir laissé derrière ce vieux tableau de ton père. Tu sais, l'eau sombre avec les arbres. Je l'ai entendu soupirer, une bouffée de pure contrariété. Cette vieille chose? Maman, on était justement sur le point de la jeter. Oh, je sais, c'est stupide, continuai-je, ma voix tremblant légèrement, une performance de maître si je puis dire. Mais mon neveu, Arthur, il est de passage en ville aujourd'hui pour affaires. Il a toujours adoré ça pour une raison. Il a proposé de venir le chercher pour moi, juste pour le garder en sécurité. Il pourrait être là vers 1 heure, si cela te convient. Le soulagement dans la voix de Marc était palpable. 1 heure? Parfait, ça m'évite la peine de le traîner jusqu'au trottoir. Qu'il sonne à la porte. Claire sera là. Il était tellement désireux de se débarrasser du dernier morceau de ma vie qu'il n'a pas posé une seule question. Pas qui était Arthur, pas pourquoi il le voulait, rien.
Le tableau était une poubelle, et quelqu'un venait prendre sa poubelle gratuitement. Merci, Marc. Tu es un bon fils, dis-je, et le mensonge avait le goût de cendre dans ma bouche. Les 3 heures suivantes furent agonisantes. Je ne pouvais pas déjeuner. J'arpentais la petite longueur de ma chambre, mon esprit échafaudant une douzaine de scénarios désastreux différents. Et s'ils changeaient d'avis? Et s'ils n'étaient pas chez eux? Et s'ils cherchaient Arthur en ligne? À 14h45 précise, je me suis posté dans le couloir principal, près de la cabine téléphonique, mon cœur un oiseau effréné dans ma poitrine. J'avais dit à Arthur de m'appeler à 3h. À 15h01, le téléphone a sonné. Je l'ai décroché avant même que la première sonnerie ne soit terminée. Allô? Carole, c'est moi. La voix d'Arthur était calme, stable, et le son de celle-ci m'a envahi comme une vague déferlante de soulagement. Je l'ai. Il est en sécurité à l'arrière de ma voiture. Je me suis appuyé contre le mur, mes genoux soudainement faibles. Raconte-moi tout, ai-je murmuré. Je suis arrivé à 1h pile, commença-t-il, sa voix basse et conspiratrice. Votre belle-fille, Claire, a ouvert la porte. Elle semblait ravie de me voir. Elle n'aurait pas pu être plus serviable pour me montrer le chemin de votre ancienne chambre. Il fit une pause. Elle m'a dit que je lui rendais service. Ses mots exacts ont été, honnêtement, c'est une pièce tellement déprimante. Elle jette une ombre sur toute la pièce. Je lui ai assuré que j'étais heureux de lui enlever elle, ombre. J'ai fermé les yeux, un sourire sombre sur le visage. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle m'a regardé le décrocher du mur, continua Arthur. J'avais apporté une couverture spéciale pour œuvres d'art à température contrôlée pour l'envelopper. Elle a juste regardé, un sourire narquois sur le visage, comme si j'étais un vieil homme capricieux et excentrique emballant un déchet. Elle n'a pas offert d'aide. Elle a juste tenu la porte pour moi en sortant et a dit « Passez une bonne journée ». L'échange entier a duré moins de 5 minutes. Il l'avait fait. Il était entré dans la fosse aux lions, et les lions n'avaient même pas remarqué qu'il était là. Arthur, dis-je, ma voix chargée d'émotion. Le tableau lui-même. Est-il? Carole, me coupa-t-il, et j'entendis une nouvelle note dans sa voix, un vibrant de pure excitation non altérée. Je me suis arrêté à la première aire de repos. J'ai une lampe portable et une loupe dans mon kit de voyage. Je le regarde depuis la dernière heure. Carole, votre intuition n'était pas seulement juste. C'était l'euphémisme du siècle. Les couches, la touche sous la crasse. Ce n'est pas juste comme un Van Rysdale. Je suis certain à 99% que c'est un Van Rysdale. Un chef-d'œuvre perdu de sa période précoce. Je n'en ai vu des photographies que dans des manuels scolaires. J'ai haleté, ma main volant à ma bouche. J'avais su que c'était spécial. Au fond de moi, je l'avais su. Mais l'entendre confirmer, entendre l'émerveillement dans la voix d'un homme comme Arthur Dubois, rendit la chose réelle. Qu'est-ce que ça signifie, Arthur? Demandai-je, mon esprit vacillant. Je l'ai entendu prendre une profonde respiration. Ça signifie, estimation prudente, après authentification et un nettoyage approprié. Vous regardez un tableau valant entre 8 et 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Le chiffre ne semblait même pas réel. C'était une abstraction, un conte de fées. J'ai regardé autour du couloir lugubre et beige de la maison de retraite. J'ai pensé à mon fils et à ma belle-fille, si fiers d'eux-mêmes d'avoir se débarrassé de leur mère et de son tableau moche. Ils n'en avaient aucune idée. Ils venaient de jeter leur billet de loterie gagnant pour s'éviter la peine de sortir les poubelles. Le jeu a changé, Carole, dit doucement Arthur, comme s'il lisait dans mes pensées. Notre prochaine étape est de l'envoyer au laboratoire à Paris. Le vrai travail est sur le point de commencer. Je suis resté là, serrant le téléphone, le monde basculant sur son axe. La vieille femme impuissante qu'ils avaient déposée ici il y a 2 jours avait disparu. À sa place se tenait la propriétaire d'un chef-d'œuvre perdu depuis longtemps. Et elle ne faisait que commencer. Après l'appel avec Arthur, un calme étrange s'est installé en moi. L'énergie frénétique, l'espoir désespéré, se sont solidifiés en quelque chose de dur et certain. Le pouvoir. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de mon propre pouvoir. Il pensait m'avoir tout pris, mais il n'avait fait qu'arracher mes illusions. Il m'avait laissé avec la seule chose que j'avais oublié posséder, un esprit qui voyait de la valeur là où d'autres ne voyaient que des détritus, et une profonde compréhension de la façon dont le monde fonctionnait réellement. L'argent du tableau était le dénouement, le mat final et écrasant. Mais le jeu n'était pas terminé. J'avais d'autres coups à jouer. Tandis que j'étais assise dans la quiétude de ma chambre, j'ai commencé à tracer méticuleusement la toile financière qui me reliait à mon fils et à sa femme. J'avais été généreuse à l'excès. Les 150 000 euros de la vente de ma maison étaient un don, légalement introuvable maintenant. Mais il y avait d'autres choses. Dans leur précipitation à bâtir leur vie parfaite sur les fondations de mes économies, ils avaient eu besoin de plus. La rénovation avait dépassé le budget, comme c'est toujours le cas.
Je me souvenais du jour où Marc était venu me voir, papier en main, expliquant que la banque n'approuverait une ligne de crédit hypothécaire de la taille dont ils avaient besoin que si je contresignais. Mes actifs, mon historique de crédit parfait, étaient la garantie. C'était un autre cadeau que je leur avais fait, un autre sacrifice pour assurer leur bonheur. J'avais signé les papiers sans réfléchir, un autre maillon de la chaîne qu'ils utilisaient maintenant pour me lier. Il était temps de briser cette chaîne. Lundi matin, j'ai passé mon 3e et dernier appel depuis la réception principale. Cette fois, c'était à maître Guillaume Lambert à ma banque, un homme aimable et avisé qui avait géré mes finances et celles de Georges pendant 30 ans. « Carole, quelle surprise, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse et sincèrement inquiète. « Pas exactement, Guillaume, dis-je, ma voix basse et ferme. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Je réside actuellement dans un établissement appelé Résidence Les Saules. J'y ai été conduite sous de faux prétextes par mon fils, qui tente maintenant de vendre la maison sur laquelle je suis co-signataire d'une ligne de crédit substantielle. J'ai besoin que vous agissiez immédiatement. Je veux que cette ligne de crédit soit gelée, avec effet immédiat. Je veux qu'une alerte de fraude soit placée sur chaque actif conjoint que nous partageons. Je révoque toutes les autorisations et procurations, s'il en existe. Bloquez tout. Aujourd'hui, il y eut un silence stupéfait. Guillaume Lambert était un homme qui avait vu toutes les combines et escroqueries possibles. Carole, dit-il, sa voix maintenant sombre. Je comprends tout à fait. Considérez cela comme fait. J'en superviserai personnellement. Personne ne touchera un centime de votre argent ou de votre crédit sans votre autorisation directe et en personne, à partir de maintenant. Tandis que je raccrochais le téléphone, je m'accordais un petit sourire satisfait. La première pierre était lancée. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que les ondes atteignent la rive. Je pouvais me représenter la scène si vivement que j'avais l'impression de la regarder sur un écran. Claire, euphorique de sa victoire, serait au centre commercial. Elle sentirait qu'elle méritait une récompense pour son intelligence. Elle serait chez Galeries Lafayette ou Le Bon Marché, les bras chargés de vêtements de marque, ou peut-être à un comptoir de bijoux, admirant un bracelet de diamants. Elle célébrerait sa liberté du fardeau de la vieille femme qui avait payé le sol même sur lequel elle se tenait. Je la voyais à la caisse, glissant sa carte avec un coup de poignet confiant. Et je voyais le sourire poli et excusant de la vendeuse. Je suis tellement désolée, Madame Lefebvre, mais la carte a été refusée. La confusion sur le visage de Claire serait une chose merveilleuse à voir. Puis, l'embarras, ses joues rougissant alors qu'elle tâtonnait pour une autre carte, qui serait elle aussi refusée. Je l'imaginais sortant en trombe vers sa voiture, son visage un masque de fureur, tapotant frénétiquement sur son téléphone pour appeler Marc. « Qu'est-ce qui se passe ? Les cartes ne fonctionnent pas » hurlerait-elle au téléphone. Et Marc, confus, appellerait la banque. Il serait transféré à un responsable, qui l'informerait, d'un ton froid et professionnel que Maître Lambert avait sans aucun doute préparé. « Je suis désolé, Monsieur Lefebvre, mais une alerte de fraude a été placée sur le compte par la titulaire principale, Carole Lefebvre. Toutes les lignes de crédit associées ont été gelées en attendant une enquête de sécurité complète. » Le silence qui suivrait de la part de Marc serait tout aussi satisfaisant. La lente réalisation grandissante que leur flux de trésorerie, tout leur mode de vie somptueux, venait d'être coupé à la source. Mais ils ne comprendraient pas. Pas encore, leur arrogance ne le permettrait pas. Dans leur esprit, j'étais une vieille femme confuse et fragile. Ils ne croiraient jamais que je puisse faire quelque chose d'aussi décisif, d'aussi stratégique. Ils verraient ça comme une erreur. Une gaffe de sénilité. Ou pire, un acte de vengeance pathétique. Elle essaie de nous ruiner depuis ce trou à rats, hurlerait Claire. Cette vieille ingrate, après tout ce qu'on a fait pour elle. C'est bon, chérie, calme-toi, dirait Marc, sa propre voix tendue par la panique. Elle ne sait probablement même pas ce qu'elle a fait. Je m'en occupe, on va y aller tout de suite et lui faire régler ça. On a juste besoin de lui parler. Je savais qu'il venait. La pensée n'apportait pas la peur. Elle apportait un frisson. Il venait maintenant sur mon territoire. Il croyait venir intimider et harceler une victime impuissante jusqu'à la soumission. Il n'avait aucune idée qu'il marchait, volontairement et furieusement, droit dans mon piège. Je suis retournée dans ma chambre, me suis assise dans mon fauteuil et j'ai pris un livre. Et j'ai attendu. La reine était sur son trône, et elle était prête à recevoir sa cour. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Moins d'1 heure plus tard, je les ai entendus. Leur voix était forte et en colère, résonnant dans le couloir tranquille et aseptisé, une vague perturbatrice de pure arrogance. D'autres résidents ont sorti la tête de leur chambre avec des airs alarmés. Marc et Claire s'en moquaient. Ils ont fait irruption dans ma chambre sans frapper, leur visage rougi de rage. Les yeux de Claire étaient plissés en fente. Marc ressemblait à un taureau paniqué. « Maman, qu'est-ce que tu as fait » exigea-t-il, sa voix tremblante de fureur.
Tu as gelé les comptes. La banque ne veut rien me dire. Tu as idée du désordre que tu as fait? Claire m'a pointé du doigt. Un désordre? Elle essaie de nous ruiner. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après qu'on t'a trouvé cet endroit charmant, c'est comme ça que tu nous remercies? En essayant de nous mettre à la rue, j'ai lentement fermé le livre que j'étais en train de lire, gardant mon doigt en place pour marquer ma page. J'ai enlevé mes lunettes de lecture et les ai soigneusement pliées, les posant à côté de moi sur la table de nuit. Je les ai regardées, vraiment regardées, pour la première fois sans la moindre parcelle d'amour familial pour adoucir la vue. J'ai vu 2 enfants gâtés et avides faire une crise de nerfs. Mon endroit charmant, demandai-je, ma voix calme et égale. Cela sembla les désarmer plus que des cris ne l'auraient fait. Vous faites référence à celui où vous m'avez déposé pour pouvoir vendre ma maison et jeter mes affaires à la benne? Je crois que les mots étaient: on est libre, chérie. On est enfin libre. Ça te semble juste, Claire? L'effet fut instantané. La couleur s'est retirée du visage de Claire, laissant derrière elle un blanc crayeux et maladif. Marc me fixait, la bouche ouverte, sa tirade colérique oubliée. Il semblait avoir vu un fantôme. Le fantôme d'une conversation qu'il croyait privée. Comment as-tu pu savoir ça? Bégaya Marc. Vous devriez être plus prudent avec le Bluetooth de votre voiture, dis-je simplement, un constat froid. Il a tendance à capter quand on ne s'y attend pas. Ils se sont tus, complètement assommés. La colère auto-justificatrice qui les avait poussés jusqu'ici avait disparu, remplacée par une panique crue et nue. Ils ont compris, à cet instant, que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas le caprice confus d'une femme sénile. C'était une conséquence directe. C'était une représaille. Juste au moment où ils se tenaient là, pataugeant dans l'épave de leur propre tromperie, une silhouette est apparue dans l'encadrement de ma porte. C'était Arthur. Il était impeccablement habillé d'un costume sombre et sur mesure, ressemblant en tout point au puissant cadre parisien qu'il était. Il dégageait une aura d'autorité tranquille qui rendait mon fils et sa femme petits et vulgaires en comparaison. « Tout va bien, tante Carole ?» demanda-t-il, ses yeux balayant la scène d'un regard froid et analytique. Il entra dans la chambre et se tint à côté de mon fauteuil, un gardien silencieux et redoutable. Marc le fixa. « Qui êtes-vous ? » « C'est mon neveu, Arthur, dis-je doucement. Celui qui a eu la gentillesse de venir chercher ce vieux tableau pour moi. Tu te souviens, n'est-ce pas ? Claire retrouva sa voix, bien qu'elle fût maintenant mince et fluette. Elle regarda Arthur, essayant de trouver un angle, un allié. Vous ne comprenez pas, dit-elle, essayant de projeter une image de belle-fille préoccupée. Elle ne va pas bien. Elle est confuse. Elle a gelé nos comptes bancaires sans raison. Arthur haussa un seul sourcil. Il ne daigna même pas la regarder. Il s'adressa à moi. Êtes-vous confuse, Carole ? Non, Arthur, dis-je, regardant directement mon fils. Je n'ai jamais été aussi lucide de toute ma vie. J'ai reporté mon attention sur eux. Le temps de jouer la victime était terminé. Il était temps de fixer les termes de ma victoire. Les comptes resteront gelés, déclarai-je, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Ils ont été gelés parce que moi, la titulaire principale du compte, j'ai détecté une fraude. La fraude a été votre tentative de vous débarrasser de moi et de liquider mes actifs. Ma maison, dans laquelle vous vivez, ne sera pas vendue. Vous ne toucherez pas un seul autre article qui m'appartient. Une audit complet de vos dépenses à partir de la ligne de crédit pour laquelle j'étais co-signataire sera effectué. Mon avocat vous contactera sous peu pour discuter du remboursement des fonds que vous avez déjà détournés. Avocat ? Couina Marc, sa voix se brisant. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux, dis-je platement. Et je l'ai fait. À compter de cet instant, nous ne sommes plus une famille. Nous sommes une affaire juridique. Maintenant, je crois que vous alliez partir. Ils sont restés là un instant de plus, complètement défaits. La fureur s'était évanouie, l'arrogance avait disparu, tout ce qui restait était l'horreur naissante de leur erreur de calcul. Ils avaient réveillé un ours endormi, et l'ours s'était avéré être un dragon. Sans un mot de plus, ils se sont retournés et ont fui la pièce, leur retraite beaucoup plus silencieuse que leur arrivée. La pièce était de nouveau silencieuse, mais cette fois, c'était un silence triomphal. Arthur me regarda, une lueur de profond respect dans ses yeux. « Bien joué, Carole, dit-il doucement. J'ai pris une profonde respiration stabilisante, la première respiration vraiment facile que j'ai prise en 2 ans. J'ai levé les yeux vers mon vieil ami, mon allié. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Mon esprit se tournait déjà vers la phase suivante, beaucoup plus significative. Merci d'être ici, Arthur, dis-je. Maintenant, parlez-moi des préparatifs pour Paris. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, l'atmosphère à la résidence Les Saules a changé pour moi. Ce n'était plus une prison, mais un sanctuaire. Un centre de commandement.
Les murs ternes et beiges de ma chambre sont devenus la toile de fond de la clarté mentale la plus exaltante que j'ai jamais connue. Pendant que mon corps suivait la routine tranquille et monotone de l'établissement, mon esprit était à Paris avec Arthur, à la banque avec Maître Lambert, et dans un tribunal avec une avocate dont je savais maintenant qu'elle s'appelait Maître Gomez, une femme pointue et efficace qu'Arthur m'avait recommandée. Je n'étais plus une résidente. J'étais une PDG, gérant la démolition tranquille et systématique de la vie de mon fils et la résurrection glorieuse de la mienne. La première vague de leur désespoir est venue, comme je m'y attendais, par message texte. Mon téléphone, qui était resté la plupart du temps silencieux pendant 2 ans, a commencé à vibrer sans cesse. Les messages venaient de Marc. Le premier est arrivé 1 heure après qu'ils aient fui ma chambre. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Appelle-moi. « 1 heure plus tard, « Claire fait une crise de panique. Tu dois annuler ça. « Puis, silence pour le reste de la journée. Le lendemain matin, le ton a changé. La colère avait disparu, remplacée par une tentative écœurante et pathétique de remords. « Maman, on est tellement désolé. On s'est planté. On était juste stressé par l'argent et on n'a pas réfléchi. On t'aime. « Quelques heures plus tard, « s'il te plaît, maman. Je t'en supplie, le paiement de la voiture a été rejeté. Ils vont la saisir. S'il te plaît, débloque juste le compte pour un jour. On fera tout. « J'ai lu chaque message avec une sorte de curiosité détachée et anthropologique. C'était une étude fascinante de l'anatomie d'un mensonge. Il n'y avait pas de véritable excuse, pas de reconnaissance de la cruauté. Il n'y avait que le regret d'avoir été pris. Il n'y avait que la peur des conséquences. C'est incroyable comme les gens apprennent vite à dire « je suis désolé » quand leur confort est en jeu. C'est une monnaie bon marché, offerte uniquement quand leurs propres comptes sont vides. Construire une vraie force, celle qui te permet de te tenir debout après avoir été mis à terre, voilà le vrai trésor. Si vous croyez en ce genre de force, si vous croyez en la capacité de trouver votre voix même lorsque vous tremblez, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Rejoignez une communauté qui connaît la différence entre une vraie excuse et une supplique désespérée. Je n'ai jamais répondu à un seul message. Au lieu de cela, j'ai appelé la réception. Je les ai informés, poliment mais fermement, que je ne devais pas être dérangé par des visiteurs ou des appels téléphoniques de monsieur ou madame Marc Lefebvre. Mon avocat se chargerait désormais de toute communication avec eux. J'avais construit un mur, et pour la première fois de ma vie, c'était moi qui contrôlais qui était autorisé à entrer. 2 jours plus tard, Maître Gomez a appelé pour me donner des nouvelles. Sa voix était nette et efficace. L'audit de la ligne de crédit hypothécaire était en cours, et c'était, selon ses termes, une mine d'or de dépenses excessives. Vacances de luxe, vêtements de marque, dîner à 500 €, tout facturé alors qu'ils me disaient à quel point ils étaient financièrement à la peine. Ils avaient manqué leur premier paiement. La banque avait envoyé une notification formelle. Le déclin avait commencé, mais pendant que leur monde rétrécissait, le mien s'élargissait de la manière la plus glorieuse imaginable. Arthur m'appelait chaque soir avec des nouvelles du laboratoire de restauration de Sotheby's. Sa voix était pleine d'une merveille enfantine que je n'avais pas entendue depuis des années. Il décrivait le processus de nettoyage avec révérence, comme s'il assistait à un miracle. « Carole, vous ne le croiriez pas », a-t-il dit lors d'un appel, sa voix bourdonnant d'excitation. Aujourd'hui, ils ont retiré une couche de vernis assombri du coin inférieur gauche. Et on a trouvé quelque chose. C'est incroyablement faible, presque invisible, mais c'est là. Une petite crête peinte. C'est la crête familiale du patron original qui a commandé l'œuvre en 1648. Cela ne confirme pas seulement que c'est un Van Riesdael. Cela nous raconte toute son histoire. Cela prouve que c'est là, vue de Harlem depuis les dunes, perdue depuis longtemps, une pièce que le monde de l'art a cru détruite dans un incendie depuis plus de 200 ans. Ma main tremblait tandis que je tenais le téléphone. Le tableau n'était pas seulement un chef-d'œuvre. C'était un document historique. C'était un fantôme revenu à la vie. L'estimation préalable à la vente aux enchères a été ajustée, Carole, a dit Arthur, sa voix baissant légèrement. À la hausse. Substantiellement à la hausse. La justice poétique de tout cela était presque insupportable. Mon fils et sa femme m'avaient chassé pour obtenir une maison valant peut-être un demi-million d'euros. Et en faisant cela, ils avaient aveuglément jeté un morceau d'histoire, un trésor valant plus de 30 de leur maison. L'appel final et décisif d'Arthur est arrivé un jeudi soir, une semaine après qu'il ait sauvé le tableau de son rendez-vous avec la benne. « Êtes-vous assise, Carole » demanda-t-il. Il y avait un sourire dans sa voix. « Je suis toujours assise ces jours-ci, Arthur » répliquai-je. « Eh bien, accrochez-vous à votre chaise » dit-il. L'authentification est complète à 100% et officiellement certifiée. Les conservateurs du Louvre et du Rijksmuseum qui sont venus le voir sont restés sans voix.
Le monde de l'art est officiellement en effervescence. Et l'histoire est sur le point d'éclater. Le Figaro a l'exclusivité. Ils publient un article en une sur leur site web demain matin. Le titre est « Chef-d'œuvre perdu, valant des dizaines de millions, découvert dans une maison de banlieue, je me suis tue, absorbant l'ampleur de la chose. » Demain matin, le monde entier va savoir ce que vous avez trouvé, Carole, dit doucement Arthur. Et ce que votre famille a jeté. Vendredi matin, j'étais dans la bibliothèque de la résidence Les Saules à 8h59, ma main tremblant tandis que je tenais la souris. L'écran de l'ordinateur était ouvert sur le site web du Figaro. Arthur m'avait dit que l'histoire serait mise en ligne à 9h. Alors que l'horloge sur l'écran avançait, j'ai actualisé la page. Et là, c'était. Le titre était plus grand et plus audacieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La dot de la benne, comment un chef-d'œuvre perdu de 20 millions d'euros, jeté par la famille, a été sauvé par la mère qu'ils ont abandonné. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Ils avaient utilisé une photo du tableau, maintenant glorieusement nettoyé, vibrant et vivant, à côté d'une petite photo discrète de moi, une que Georges avait prise il y a des années où j'avais l'air heureuse et professionnelle. J'ai cliqué sur l'article. C'était un chef-d'œuvre de journalisme, entrelaçant l'histoire de l'art, la découverte palpitante et une histoire humaine profondément captivante. Arthur, cité comme porte-parole de Sotheby's, avait raconté aux journalistes les faits bruts et brutaux, que la propriétaire du tableau, une ancienne conservatrice respectée, avait récemment emménagé dans une résidence-service, et l'œuvre d'art était destinée à être éliminée par des membres de sa famille qui ignoraient son importance. L'article n'avait pas besoin de les qualifier de cruels, les faits seuls brossaient un portrait plus accablant que n'importe quel artiste n'aurait jamais pu le faire. Je me suis adossée à la chaise grinçante de la bibliothèque et j'ai imaginé la scène dans la maison de mon fils. J'ai imaginé le téléphone de Marc s'allumer en premier. Une notification d'une application d'actualité. Il lirait le titre, sa tasse de café figée à mi-chemin de ses lèvres. Il la montrerait à Claire, son visage se contorsionnant en un masque d'incrédulité, puis d'horreur. Leur nom n'était pas dans l'article, mais ils n'avaient pas besoin d'y être. Tous ceux qu'ils connaissaient le devineraient. Leurs amis, leurs voisins, les parents à l'école de leurs enfants, les associés du cabinet de Marc. Les Dubois. L'histoire était trop juteuse, trop choquante pour rester secrète. Ils n'étaient plus seulement un couple de banlieue aisée, ils étaient un conte de mise en garde, les méchants d'une histoire virale sur la cupidité et la stupidité. Leur vie publique, celle qu'ils valorisaient tant, était terminée. La honte serait une prison bien plus efficace que celle qu'ils avaient choisie pour moi. Mon propre départ de la résidence Les Saules plus tard ce jour-là fut un spectacle. Arthur arriva non pas dans sa voiture personnelle, mais dans une berline noire envoyée par Sotheby's. Il ne vint pas en tant que mon neveu, il vint en tant que mon représentant officiel. Le personnel, qui avait à peine remarqué mon existence durant la semaine précédente, se précipitait soudain pour se montrer serviable. L'administratrice à la permanente serrée se hâta de me serrer la main, son sourire maintenant large et obséquieux. « Nous sommes si enchantés pour vous, Madame Lefebvre », s'exclama-t-elle. Je lui adressai juste un petit signe de tête entendu et laissai Arthur m'escorter jusqu'à la porte, la tête haute. Je ne regardais pas en arrière. Mon trajet n'était pas de retour vers une maison de banlieue, mais vers l'aéroport. De là, un vol en première classe pour Paris. J'ai ressenti un pincement de culpabilité face à l'extravagance, un réflexe de année passée à me faire petite, mais Arthur n'en voulut rien. « Carole, dit-il, en me tapotant la main. Vous êtes la propriétaire d'un trésor national. Vous allez commencer à agir comme tel. » Il avait raison. Ma nouvelle vie commença au moment où j'entrais dans l'appartement qu'il avait arrangé pour moi dans le 16e arrondissement. C'était un penthouse, avec des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la verte étendue du bois de Boulogne. Il était rempli de lumière, d'art, du doux murmure d'une ville vibrante de possibilités. Après des semaines dans une chambre face à un mur de briques, la vue infinie du ciel me semblait un cadeau personnel de l'univers. Cette première nuit, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commandé exactement ce que je voulais pour dîner, d'un restaurant chic dont je n'avais fait que lire. Je l'ai mangé assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller, une par une. Le lendemain, ce fut la présentation officielle. Sotheby's a donné une conférence de presse. Je l'ai regardée sur un téléviseur immense dans mon nouveau salon. La pièce était remplie de journalistes et de caméras. Une corde de velours entourait un chevalet. À l'heure prévue, Arthur et le chef du département des maîtres anciens se sont approchés du chevalet et ont retiré un tissu de velours. Et le voilà, mon tableau, le tableau de Georges, non plus sombre et lugubre, mais lumineux. La crasse des siècles avait disparu, révélant le ciel brillant et complexe que Georges avait tant aimé. C'était époustouflant. La salle a éclaté en un flash d'ampoule d'appareil photo.
Le tableau moche était désormais l'œuvre d'art la plus célèbre du monde. Plus tard dans la soirée, je me suis tenue sur mon balcon, un châle de cachemire autour des épaules, respirant l'air frais de la nuit. Les sons de la ville, les sirènes lointaines, le ronronnement du trafic, le murmure d'un million de vies, montaient à ma rencontre. Ce n'était pas du bruit. C'était une symphonie. Le silence que j'avais tant redouté pendant si longtemps était un mensonge. Ce n'était jamais le silence que je craignais, c'était d'être réduite au silence. Maintenant, ma voix était partout. Elle était dans les tons bas et révérencieux des critiques d'art à la télévision. Elle était dans les titres triomphants des journaux. Elle était dans le pouvoir tranquille et indéniable de ma propre histoire. Ce n'était pas une question d'argent. C'était ça, ce moment, cette vue, cette sensation. C'était la sensation d'être, enfin et complètement, libre. Dans les matins tranquilles qui suivirent, une nouvelle routine commença à se former. Je me réveillais avec le soleil, me préparais une théière de thé Earl Grey, et m'asseyais près des vastes fenêtres de mon nouvel appartement. J'observais la ville prendre vie, un organisme tentaculaire et complexe d'1 million d'histoires différentes. Pour la première fois, je sentais que ma propre histoire n'était pas terminée. C'était simplement un nouveau chapitre, un que j'étais en train d'écrire moi-même. Mes journées n'étaient plus mesurées par l'arrivée des plateaux repas ou des médicaments, mais par des appels avec Arthur, des consultations avec Maître Gomez, et des heures tranquilles passées à relire mes livres préférés sur l'histoire de l'art. Un matin, un coursier a livré le catalogue officiel de la prochaine vente aux enchères de Sotheby's. Là, sur la couverture, se trouvait mon tableau. Le tableau de Georges. Il était glacé et magnifique, la star de tout l'événement. Tandis que je traçais l'image du doigt, je commençais à réfléchir au voyage étrange et douloureux qui m'avait amené ici. Je pensais à mon fils et à sa femme, et à la façon très différente dont ils regardaient le monde. Ils étaient aveuglés par un type particulier de valeur. Celle que l'on peut facilement compter. La valeur d'une maison, d'un compte en banque, d'une voiture neuve. Ils ont vu ma vieille maison et ont calculé sa superficie et son potentiel de revente. Ils ont vu mes économies et ont vu une ligne directe vers leur propre confort. Tout était si simple, si transactionnel. Leur cupidité était un échec de l'imagination. Ils ne pouvaient pas voir de valeur là où elle n'était pas immédiatement évidente, là où elle n'était pas marquée sur une étiquette de prix. Et ainsi, ils ont regardé le tableau et n'ont rien vu. Juste une toile sombre et lugubre. Ils m'ont regardé et ont vu encore moins. Une vieille femme, un fardeau, un coup. Ils n'ont pas réussi à voir la valeur de mon histoire, de mes connaissances, de l'expertise que j'avais acquise au cours d'une vie entière. Ils n'ont pas réussi à voir la valeur de mon amour pour leur père, ou de mon amour pour eux. Et cette cécité, ce manque profond de vision, fut leur perte. D'une manière étrange et profondément ironique, être sous-estimé fut le plus grand cadeau qu'ils m'aient jamais fait. Leur condescendance fut mon manteau d'invisibilité. Parce qu'ils me voyaient comme fragile, ils ne soupçonnaient jamais que je pouvais être forte. Parce qu'ils me croyaient confuse, ils n'imaginaient jamais que je pouvais être stratégique. Parce qu'ils m'avaient déjà rayé de la liste, ils ne se sont jamais donné la peine de lire les petites lignes de ma vie. Ils ne me surveillaient pas. Ils n'y prêtaient pas attention. Et ainsi, dans l'ombre de leur négligence, on m'a donné le temps et l'espace nécessaires pour comploter ma rébellion. Ils étaient tellement concentrés sur le prix qu'ils pensaient voler qu'ils n'ont jamais pensé à vérifier si la victime qu'ils volaient était armée. La crise n'a pas créé une nouvelle moi. Elle a simplement excavé la personne qui était enfouie depuis des années. Enfouie sous des couches de deuil, de dévouement conjugal, de sacrifice maternel. J'avais été épouse, puis mère, puis veuve. J'avais oublié que j'avais d'abord été Carole Lefebvre, la conservatrice. J'avais oublié la femme qui pouvait dominer une pièce d'une observation tranquille, qui pouvait repérer une contrefaçon à 20 pas, qui aimait l'odeur de la vieille toile et de la térébenthine plus que presque tout. Cette femme n'est pas morte quand Georges l'a fait. Elle s'est juste mise en sommeil, attendant. Leur cruauté, il s'est avéré, a été le souffle d'air froid qui l'a réveillée de sa longue hibernation. Cela m'a aussi appris le vrai sens de la famille. Ce n'est pas une question de sang, mais de choix. De respect, de loyauté. Mon propre fils m'a trahi pour la promesse d'une maison plus grande. Arthur, un ami que je n'avais pas vu depuis une décennie, a mobilisé les ressources d'une corporation mondiale sur la base d'un seul appel téléphonique frénétique, simplement parce qu'il faisait confiance à ma parole. Lui, et Maître Gomez, et même Maître Lambert à la banque, ils étaient devenus ma vraie famille, un conseil d'alliés liés par le respect mutuel et un sens partagé de la justice. Maintenant, en regardant le catalogue de la vente aux enchères, j'éprouvais un sentiment de paix. La vente aux enchères n'était qu'à quelques semaines. Le chiffre que le tableau pourrait atteindre, un chiffre avec 7 ou même 8 zéros, ne ressemblait plus à un conte de fées. Il ressemblait à un outil, une ressource. Je ne pensais pas à des vêtements de marque ou à des voitures de luxe.
Je pensais à construire quelque chose qui durerait. Une fondation au nom de Georges pour soutenir les jeunes artistes en difficulté qui ont du talent mais manquent d'opportunités. Une bourse pour les femmes retournant sur le marché du travail plus tard dans la vie. Un héritage qui m'est propre, construit non sur les cendres de ma vieille vie, mais sur la solide base de la femme que j'avais redécouverte. J'avais gagné ma liberté. Maintenant, il était temps de décider ce que j'allais en faire. Le jour de la vente aux enchères s'est senti comme le moment tranquille et électrique avant une tempête. Arthur était avec moi dans mon appartement, une diffusion en direct privée de la salle de vente de Sotheby's à Londres était affichée sur ma télévision. La pièce était silencieuse, à l'exception de l'accent britannique net du commissaire-priseur. Lorsque le lot numéro 42 est arrivé, mon tableau a rempli l'écran. Il semblait magnifique sous les lumières, un chef-d'œuvre vivant, respirant. Le commissaire-priseur l'a présenté comme « la vue de Harlem perdue », et un silence révérencieux s'est installé dans la salle. « Nous ouvrirons les enchères à 8 millions d'euros, dit-il calmement. Ma main vola à ma bouche. 8 millions. Le point de départ était ce que j'avais autrefois considéré comme une fin de conte de fées. Une enchère est arrivée instantanément. Puis une autre. Les chiffres ont commencé à grimper, une ascension vertigineuse et implacable. 10 millions. 12. 14. La voix calme du commissaire-priseur était un contrepoint à la guerre d'enchères frénétique éclatant entre des figures invisibles à Londres, Hong Kong, Paris et Dubaï. Chaque enchère était une vindication. Chaque nouveau chiffre était une répudiation de ce que mon fils et sa femme avaient fait. Ils m'avaient jeté pour rien, et le monde leur criait maintenant ma valeur par incrément d'1 million d'euros. Arthur s'est simplement assis à côté de moi, me serrant la main, un regard de pure joie sur son visage. Les enchères ont ralenti à 19 millions, et j'ai cru que c'était terminé. Puis, un nouveau posteur est entré. 20, 21. La salle a vibré. La bataille finale se jouait entre deux posteurs anonymes par téléphone. 22 millions. Le commissaire-priseur a levé son marteau. Une fois. 2 fois. Il y a eu une pause qui a duré une éternité. Puis, le claquement sec et définitif du marteau. Vendu. Pour 22 500 000 euros. Silence. Un silence stupéfait, à bout de souffle. Puis Arthur a poussé un cri de pure joie, et j'ai enfin laissé les larmes venir. Non pas des larmes de tristesse ou de douleur, mais des larmes de libération bouleversantes et cathartiques. Le « tableau moche » avait une nouvelle demeure. Et j'avais retrouvé ma vie. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la dernière mise à jour de Maître Gomez. C'était la clôture du dernier chapitre douloureux de ma vieille vie. Confronté à la montagne de preuves de l'audit et à la certitude d'un procès public et humiliant, Marc et Claire s'étaient complètement effondrés. Ils ont dû vendre leurs voitures, leurs meubles, chaque article de luxe qu'ils avaient acheté avec mon argent pour commencer à rembourser leurs dettes. Mais ce n'était pas suffisant. Ils ont déclaré faillite. La banque a saisi la maison qu'ils avaient tellement désiré posséder. Aux dernières nouvelles de Maître Gomez, ils avaient déménagé dans un petit appartement de location de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Leur cercle social, a-t-elle noté, s'était évaporé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de tour de victoire pour moi, pas de jubilation. Il n'y a eu qu'un sentiment de justice tranquille et sombre. Ils n'avaient pas fini dans un complexe hôtelier 5 étoiles. Ils avaient fini dans une boîte exiguë, tout comme celle qu'ils avaient conçue pour moi. Ma propre vie, cependant, commençait juste à s'épanouir. Mon premier acte a été de créer la Fondation Georges Lefebvre pour les artistes émergents. Mon deuxième a été de faire don du tableau en prêt à long terme au musée du Louvre, afin que le monde puisse partager sa beauté. Le dévoilement de Elle, Georges et Carole Lefebvre, où le tableau est maintenant accroché, fut l'un des jours les plus fiers de ma vie. Je me suis tenue à côté d'Arthur, regardant les gens admirer avec émerveillement le chef-d'œuvre qui avait autrefois pendu dans ma petite chambre oubliée. Mes journées sont maintenant pleines, non de solitude, mais de but. Je passe mes matinées à examiner les demandes de subvention, mon cœur se gonflant de joie chaque fois que je signe un chèque qui changera la vie d'un jeune artiste. Je voyage. J'ai revu le vrai Paris, j'ai parcouru la galerie des Offices à Florence, non pas en touriste, mais en collègue respecté. Je déjeune avec des amis, je vais au théâtre, je lis. Je vis, je regarde en arrière la personne que j'étais, cette femme tranquille et triste qui essayait de se faire plus petite pour être aimée, et je ressens une grande tendresse pour elle. Elle ne méritait pas ce qui s'est passé, mais elle était plus forte qu'elle ne le savait. La cruauté des autres est un feu. Elle peut vous consumer, ou elle peut vous forger. C'est un choix que vous faites. J'ai choisi d'être forgé. Mon histoire, en fin de compte, ne concerne pas un tableau ni de l'argent. Elle concerne la valeur. Elle concerne l'apprentissage de voir le trésor en soi, surtout quand personne d'autre ne le voit. Elle concerne la compréhension que votre voix compte, même si elle a été réduite au silence pendant des années.
L'acte le plus puissant de ma vie n'a pas été de gagner des millions. Ce fut de passer un seul appel téléphonique, dans une maison de retraite morne, quand j'ai décidé que je valais la peine qu'on se batte pour moi. Beaucoup d'entre vous ont partagé vos propres histoires dans les commentaires, des histoires où vous vous êtes senti, ignoré, où vous avez trouvé une force que vous ne saviez pas posséder. Vos voix sont devenues un cœur, et c'est le plus beau son du monde. Pour cette raison, je veux vous demander une dernière chose. Mon histoire est ma voix. Votre abonnement est ma voix. S'il vous plaît, aidez cette communauté à devenir plus forte et plus audible. Aidez-nous à transformer nos murmures silencieux en un rugissement qui ne peut plus être ignoré. Merci d'avoir écouté, merci de m'avoir vu, et ne laissez jamais, jamais personne vous convaincre que vous n'avez pas assez de valeur pour être vu.